des mesures annoncées par les différents gouvernements qui sont au pouvoir et qui représentent les classes dominantes. Alors, c'est vrai, le coronavirus a constitué une forme de catalyse dans l'évolution du monde. Mais si la pandémie a accéléré un certain nombre de phénomènes, il faut dire que depuis quelques dizaines d'années, la mutation du système était en cours. Alors, nous allons essayer de voir ce qui risque de se développer suivant le cas de figure. K1, les gouvernements des classes dominantes arrivent à maintenir leur hégémonie. K2, la crise les balaie. Alors nous allons essayer de parler de ces choses-là. Trois aspects retiennent notre attention. D'abord, les conditions objectives du développement du monde, du système économique, des institutions. Deuxièmement, la stratégie mise en place par les classes dominantes pour maintenir leur hégémonie. Et troisièmement, la capacité des peuples à construire une alternative. Mais pour appréhender ces trois aspects-là, il nous faut faire un rappel sur le contexte global qui prévaut dans le monde aujourd'hui. Alors, d'abord, c'est le délitement du système capitaliste et de la globalisation ultralibérale qui avait cours, et par voie de conséquence, du schéma institutionnel qui avait été imposé par les impérialistes et par les classes dominantes. Donc, c'est un délitement qui a commencé il y a des dizaines d'années. Alors, on peut rappeler les crises économiques profondes, 2000, l'éclatement de la bulle Internet, 2008, la crise des subprimes, qui venaient montrer que le divorce entre les capitaux et l'économie réelle était résolument affirmé. Donc, les capitaux censés faire tourner l'économie, permettre les investissements dans le monde industriel, l'organisation des services publics, étant entre les mains de spéculateurs qui n'ont rien à voir avec la satisfaction des besoins collectifs ou le maintien de la production du PNB, etc., ces capitaux-là, s'étant détachés des besoins de l'économie réelle, le système ne peut plus fonctionner. Donc c'est ce que les crises avaient révélé et qui montrait qu'il était déstructuré, ce système capitaliste et impérialiste. La crise du Covid-19 a accéléré l'affaire parce qu'elle a montré les dangers de la globalisation, des dépendances qu'elle établit entre les différents pays, le manque de masques, c'est un exemple assez parlant. Donc, la globalisation a montré le caractère néfaste des dépendances, le caractère irresponsable de la destruction des services publics, puisqu'on ne pouvait pas lutter de façon efficace contre la pandémie. Donc il y a cette logique date de dizaines d'années, la déstructuration du système. Et vraiment, ce n'est qu'une accélération. Alors, on pourra plus tard discuter de la sottise, pour ne pas dire autre chose, de l'irresponsabilité ou du cynisme, il faudrait choisir ce mot, du cynisme des classes dominantes qui disent il faut revenir comme avant, il faut continuer dans la logique de sabotage des services publics, de licenciement en masse pour assurer la compétitivité des multinationales, de relancer le tourisme, donc d'assouplir les conditions de circulation pour que l'économie touristique revienne. Et quand on pense qu'en Martinique, il y a des gens qui sont dans la même logique, c'est dramatique pour nous. Donc, parce que toutes ces décisions-là auront pour but de remettre le système à flot pour quelques moments, mais on sera confronté à de nouvelles crises et évidemment, il va continuer à plonger. Ça, c'était pour le délitement du système. Mais il y a en même temps le délitement de la société. Parce que avec les campagnes qui ont été menées par les classes dominantes pour dénoncer les syndicats, pour dire qu'il n'y a plus d'idéologie,
sauf la leur qui est cachée, bien présente, qu'il ne fallait plus faire de politique, qu'il ne fallait plus se laisser récupérer par des partis politiques, cet aspect-là étant complété par une pratique massive d'abêtissement des populations, avec les médias qu'ils contrôlent presque sans partage, l'individualisme, l'esprit de compétition à tout prix pour gagner, l'esprit et l'absence de divulgation de connaissances réelles, la concentration sur des scoops, sur toutes sortes de banalités, et puis le mal-être, troisième élément, le mal-être vécu par ces gens chez qui on développe des envies, des désirs, des images de réussite et qu'on prive en même temps des moyens de manger, de payer leur logement, de vivre en famille, etc. Donc ces éléments-là conduisent à un délitement de la société qui explique l'augmentation des féminicides, la folie de personnes qui vont de personnes qui vont mitrailler des enfants dans les lycées aux États-Unis, et cela est indépendant du système, puisqu'en Chine, il n'y a pas d'armes, mais on va poignarder des enfants d'école maternelle. Le fait que des jeunes débiellés sont happés par des gourous du terrorisme, qui les instrumentalisent, tout cela fait en sorte que la société est totalement délitée. On voit l'augmentation des cambriolages, des escroqueries, y compris au sein des familles. Vraiment. Donc, délitement du système et délitement de la société. C'est la réalité du contexte global. Mais ce n'est pas le seul aspect qui est important. C'est que, à côté de ces catastrophes qui empêchent la sérénité ou un développement équilibré de l'humanité, on a les conséquences du système. Le changement climatique, avec les catastrophes qu'il génère, c'est une conséquence directe des pratiques productivistes, des pratiques d'extraction incontrôlée des ressources naturelles, etc. Donc on a ces changements climatiques qui entraînent obligatoirement une multiplication des catastrophes, inondations, sécheresses, et ensuite, crise sanitaire majeure, puisque les récoltes sont détruites, que la vulgarisation des OGM a mis entre les mains de mafieux les semences non renouvelables, et que ça devient un élément de chantage économique. Donc, le changement climatique et également les dangers sanitaires qui sont corrélatifs, parce que même si il s'acharne à nier la réalité d'armes bactériologiques, de virus qui ont été expérimentés, qui se sont échappés, ce qui est une réalité, on ne sait pas pour ce cas-là du coronavirus, mais même si cette réalité-là, il la diminue, les experts, les savants répètent que les effets du changement climatique, les modifications dans l'existence des espèces provoquent des mutations et qu'on aura de plus en plus de virus qu'on ne pourra pas contrôler. La course au vaccin proposée par les multinationales pharmaceutiques, c'est un leurre, puisque chaque fois qu'on aura un vaccin, le virus aura muté et il faudra qu'on en cherche un autre, et puis il y aura un autre virus d'une autre catégorie qu'on ne connaît pas. Donc tout cela, c'est le contexte global dans lequel nous sortons, soi-disant, de la crise du Covid-19. Alors, quand on a tracé ce contexte-là, il faut ajouter que les classes dominantes qui étaient responsables de ce système, qui en tiraient profit, qui sont conscientes de la situation de délitement, ils n'ont qu'un but en tête, c'est de voir comment écraser les populations, comment continuer à garantir leur super profit. Au diable la mort de milliards d'individus, si on est bunkérisé, si on a des moyens de se protéger, etc. C'est un crime contre l'humanité massif
qui est fait par tous ceux qui viennent dire qu'il faut rester dans le cadre du système capitaliste libéral. Alors ils ont élaboré une stratégie qui ne date pas du coronavirus, qui date, on peut la montrer sa naissance depuis avec les politiques de Margaret Thatcher et Ronald Reagan, qui étaient à l'essai et qui depuis ont été théorisées et massivement appliquées. Et puis qui petit à petit se sont vus renforcer. Alors, ce qu'il faut retenir, et nous mettons un défi, quelque analyste politique, journaliste, observateur, éditorialiste que ce soit, de venir démentir l'un seul de ces points-là que nous développons maintenant. Tout ce qu'ils feront, c'est dire, ah, il y a des fake news qui circulent. Ah, il ne faut pas de l'idéologie. Ah, il ne faut pas réfléchir. Ah, il ne faut pas... Pour que, justement, on ne puisse pas construire une stratégie tenant compte de cette réalité. 1. Le saccage du droit international. Ça a commencé avec les guerres préventives. Les médias font une campagne. Oui, c'est un diable, il a tué des gens, il a violé des enfants, etc. Et donc, il menace d'envoyer des armes chimiques. Donc, on fait une guerre préventive au mépris du droit international. Ça a été le droit d'ingérence. Et la France a été particulièrement coupable à ce moment-là. Il y a dans la misère, il y a des gens qui meurent de faim, mais le gouvernement n'est pas capable de porter réponse. Donc, on a le droit d'aller avec notre armée faire de l'ingérence humanitaire pour sauver des populations. Droit d'ingérence humanitaire, ça s'est poursuivi avec les lois extraterritoriales qui avaient commencé avec l'embargo contre Cuba et qui permettent à un pays ou à un groupe de pays de décider, voilà, je prends une loi pour aller juger un chef d'État africain, je prends une loi pour aller organiser des élections au Venezuela, je prends une loi pour désigner le président de tel pays, etc. Donc des lois, des jugements extraterritoriaux, et quand les réactions se sont faites de plus en plus puissantes, on est passé carrément à la mafia. Donald Trump, au nom des États-Unis, dit « Je sors de l'OMS. D'abord, je sors de l'UNESCO. » Avec évidemment son allié israélien. « Je sors de l'OMS. » Aujourd'hui, ils se permettent de prendre des sanctions contre les magistrats de la Cour pénale internationale. Parce que cette Cour ouvre une enquête sur les crimes de guerre menés par les troupes américaines en Afghanistan ou en Irak. Donc, loi extraterritoriale, non-respect du droit, sanctions contre des pays. En pleine pandémie, on interdit à un pays d'acheter des médicaments ou on sanctionne des entreprises qui vont vendre des médicaments pour un pays qui lutte contre une pandémie qui menace l'humanité. C'est le vol des avoirs. On a parlé récemment de l'exemple de la Grande-Bretagne qui vole l'or du Venezuela. Non, je prends votre or, je ne vous donne pas. Parce que j'ai décidé que votre président élu avec des millions de voix n'est pas légitime. Et puis que le petit monsieur Guaido, c'est lui que je reconnais et c'est lui qui a le droit sur cet or-là. Évidemment, Guaido n'a pas cet or-là chez lui, mais c'est la Banque d'Angleterre qui continue à faire du chantage et à essayer d'asphyxier le Venezuela. Donc on est vraiment dans un cadre de mafia qui ne respecte aucun droit international. Et même des lois viennent s'infiltrer dans le droit international pour sanctionner le caractère mafieux de cette économie. Imaginez qu'une multinationale aujourd'hui peut poursuivre un État, un gouvernement, la France par exemple, pour atteinte aux lois de la concurrence. Si la France dit « je ne veux pas qu'une industrie se construise dans telle région parce qu'il y a des risques de catastrophes écologiques ou sanitaires, d'après le droit de mon pays, d'après le droit européen, eh bien, la multinationale qui veut mettre son industrie polluante ou dangereuse là, a le droit de poursuivre l'État, et même si elle n'arrive pas à avoir gain de cause, à être indemnisée par cet État. Donc, c'est-à-dire que les lois mafieuses sont substituées au droit international. Alors ça, c'est le premier
aspect dont il faut tenir compte au point de vue du contexte global. Quiconque viendra dire « je vais faire ceci, je vais faire cela », sans prendre en compte cette réalité internationale-là, c'est un affabulateur, c'est quelqu'un qui essaie de berner le peuple. Le deuxième élément, c'est la fascisation qui accompagne ce mépris des lois. On se moque totalement des libertés, de la démocratie, et on prend des mesures pour aller chez n'importe qui, à n'importe quelle heure, faire n'importe quoi, interdire à n'importe qui de circuler dans n'importe quelle circonstance. Alors au départ, c'était au prétexte de lutter contre le terrorisme. Ce qui permettait en France aux préfectures d'interdire à des militants écologistes d'aller à une manifestation contre les catastrophes liées au changement climatique. Ils sont signés en résidence. Donc au départ, c'était soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Ensuite, ça a été contre, soi-disant pour urgence sanitaire, pour lutter contre le virus. Donc, contrôle, mesures liberticides, et ça s'accompagne de sanctions sur la circulation de l'information dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux contredisent, mentent, parlent des complots contre la chloroquine, etc. Donc on vote des lois, non seulement pour interdire la circulation de l'information, mais pour donner à la possibilité aux multinationales privées qui contrôlent l'information de gérer. C'est elles qui seraient amenées qui sont amenées à décider de censurer tel compte Facebook, censurer tel site internet au prétexte que c'est des fake news. C'est vraiment la porte ouverte, et vous avez dû, la porte ouverte à la dictature, vous avez dû constater ces jours-ci récemment que beaucoup d'individus se voient sanctionnés, messagerie, Messenger est suspendu pour un mois, pour une semaine, parce qu'ils ont fait telle vidéo et qu'ils ont dit telle ou telle chose. Fort heureusement, il y a des résistances dans le monde judiciaire, puisque la loi Avia, votée par les macronistes, s'est vue retoquée par le Conseil d'État, au nom justement du respect de la liberté et de la démocratie, liberté d'opinion. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'ils sont prêts à éliminer tous les droits, toutes les libertés, et à mettre en place, à soutenir des dictateurs de demi-fous, partout. Je dis de demi-fous parce qu'ils ne sont pas si fous que ça, ils servent le système, ils savent qu'ils le servent, mais qui ne respectent rien. Alors, on a évidemment le Trump aux États-Unis, on a le Bolsonaro au Brésil, on a Netanyahou comme Premier ministre en Israël, on a Duterte qui dit aux gens, tuez des gens, je vous donne le droit. On a Erdogan en Turquie, on a l'Arabie Saoudite là, où il fait assassiner un journaliste dans un consulat, on a le maréchal Sissi en Égypte, on a l'émir du Qatar qui parallèlement possède le PSG, et puis il y en a d'autres qui sont dans la même voie du totalitarisme qu'on combat. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le camp adverse, ils sont dans la compétition pour l'hégémonie impérialiste. Alors on va dénoncer Poutine, on va dénoncer Kim Jong-un, on va dénoncer Assad, on va dénoncer Xi Jinping, c'est-à-dire tous ceux qui sont opposés à la mainmise hégémonique des impérialistes occidentaux, on va montrer leur travers, et s'ils n'en ont pas, en inventer pour pouvoir justifier des guerres et des renversements. Et donc, par exemple, le cas du Venezuela et de Cuba, qui sont ciblés, qui sont présentés, qui sont diabolisés, avec une complicité acharnée des médias aux ordres, pour présenter ces pays, parce qu'ils ont le tort de proposer une alternative au pillage impérialiste. Donc,
ça c'est le deuxième aspect dont il faut prendre conscience, c'est la fascisation. Ne venez pas faire croire au peuple que élisez-moi, j'ai un programme, je vais prendre en charge les vieux, je vais aider les jeunes, je vais faire ceci, je vais faire cela, puisque vous n'en avez pas les compétences, vous n'avez pas les finances nécessaires, vous n'avez pas de projet politique cohérent, et si vous en aviez, vous seriez confronté à ce banditisme international dont nous avons parlé. Donc, deuxième point, c'est la fascisation. Le troisième élément dont il faut prendre en compte, ce sont les menaces de guerre. C'est vrai que dans les médias, on attire notre attention sur des scoops, sur la petite Madi, la pauvre. On a trouvé son assassin en Allemagne, etc. C'est triste, etc. Mais est-ce que le temps qui lui est consacré ne pourrait pas au moins être égal à celui qui est consacré aux menaces de guerre qui se précisent? Quand on sait qu'il y a eu des affrontements entre la Chine et l'Inde, deux puissances nucléaires. Tout à l'heure, je parlais des dictateurs, j'ai oublié de citer Modi, celui qui préside aux destinées de l'Inde aujourd'hui, qui est également un fasciste. Donc, qui possède l'arme nucléaire. Donc, quand les incidents sont opposés à la superpuissance montante chinoise et que 20 Indiens sont morts, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une amorce de guerre. Quand la Corée du Nord fait dynamiter le bureau de liaison avec la Corée du Sud la semaine dernière, c'est une annonce de guerre. Quand la Turquie multiplie ses agressions, notamment en Libye, contre les Kurdes, et que le maréchal Sissi, autre dictateur, dit, bon, je vais intervenir en Libye contre la Turquie, c'est une menace de guerre. Ces choses-là sont suffisamment importantes pour qu'on en discute, pour qu'on fasse des débats et dans les journaux télévisés, pour appeler les gens à s'y préparer, à se préparer au danger de guerre. Et là, on voit que, tout à l'heure, on a parlé des catastrophes liées au changement climatique, au virus, à la crise économique, avec ces dangers de guerre. Au moins, on devrait dire, mais il faut qu'on modifie les conceptions en matière de production, de sécurité, de défense. Alors, ces menaces de guerre-là peuvent être ajoutées au risque de l'implosion des États-Unis. Ce qui se passe aux États-Unis, ce n'est pas simplement que Trump est prêt à faire n'importe quoi, il dit n'importe quoi parce qu'il a envie d'être élu. C'est qu'il envisage des actions militaires. Il envisage de faire ses partisans fanatiques suprématistes blancs de descendre dans les rues au cas où il perdrait. Et Joe Biden, qui n'est pas un gauchiste qui dit n'importe quoi, a déclaré que Trump envisage une action militaire au cas où il perdrait les élections. Et il fait référence à des hauts responsables de l'armée états-unienne qui l'en ont averti et qui ont dit qu'ils ne vont pas marcher dans cette combine-là. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis dans la décennie à venir quand on voit que les fondements de la domination états-unienne sont secoués? Son dollar, qui est mis en cause par les monnaies rivales et par l'informatisation des échanges, par le troc, etc., sa monnaie. La crise économique qui va s'approfondir avec la conquête du marché international par la Chine, et qui sera bientôt suivie par l'Inde et d'autres encore. La base de sa domination, qui était l'oppression raciale et suprématiste, qui est en train de basculer parce que la jeunesse s'est révoltée contre les politiques productivistes, parce que les peuples de toute communauté s'unissent pour lutter pour la défense des intérêts des Noirs, et on a vu qu'en face, l'extrême droite n'est pas prête de lâcher le morceau. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la décennie à venir pour les États-Unis? Et comme c'est
l'appareil américain qui détermine les relations internationales, quel impact sera répercuté sur l'ensemble de l'économie mondiale. Ça, ce sont des réalités incontestables. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, ça pose à ce moment-là, la question de la capacité des peuples à construire une alternative. Parce que ce que je dis là, ça peut être anxiogène, gars, savez, on va dans le gouffre, mais c'est une option opposée à une autre option. C'est-à-dire qu'il est possible de laisser cette voie dangereuse-là pour construire une alternative. Et cela, évidemment, ça ne viendra pas des gouvernements, ça viendra des peuples organisés, des peuples structurés, et qui pourraient construire cet autre modèle. Alors, est-ce qu'on a des chances de voir cela? Est-ce que cette alternative est crédible? On peut dire que oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont changé profondément. D'abord, ce qui a changé, c'est la pensée collective dominante dans le monde qui est remise en cause et qu'il y a une autre pensée collective qui vient s'affirmer, s'imposer de façon impétueuse et contre laquelle on ne peut pas lutter. Je rappelais tout à l'heure à un ami que Henry Kissinger, secrétaire d'État états-unien de l'époque, avait dit oui, il y aura une troisième guerre mondiale. Mais la particularité de cette troisième guerre mondiale, c'est qu'elle sera idéologique. Ce qui signifie que ce qui est fondamental, c'est la guerre entre les idées. Si les idées alternatives arrivent à s'imposer comme elles ont commencé à le faire, eh bien, la troisième guerre mondiale sera à l'avantage des peuples. Et on constate que c'est par la domination idéologique faite dans leur école, dans leur religion, leur façon d'interpréter la religion, dans leur culture, dans l'effacement total des alternatives, des autres civilisations, des résistances, qu'ils trouvaient la force de dominer le monde, le pouvoir de dominer le monde. Or, aujourd'hui, l'information circule. Les réseaux sociaux sont une révolution. Alors, il y a de tout, du n'importe quoi, du bon, du moins bon, mais il y a une montée en puissance des idées, des informations qui démystifient toute la propagande des impérialistes et des libéraux capitalistes. Aujourd'hui, qui ne sait plus les crimes coloniaux? Aujourd'hui, qui ne sait plus les raisons des inégalités? Aujourd'hui, qui ne sait plus les responsables du changement climatique? Et cela permet aux gens de se déterminer. Dans un premier temps, ils ont lutté, ils sont allés des mouvements citoyens avec en tête l'idéologie semée par les propagandistes occidentaux. Je ne veux pas être récupéré, je ne veux pas faire de politique. Et donc, en étant manipulé, parce que les Occidentaux extrayaient une ou deux figures qu'ils pouvaient contrôler, la mettaient en avant, et puis le tout était joué. Ou bien, ils identifiaient les personnes positives qui pouvaient se trouver dans le mouvement citoyen, je mets entre guillemets, et puis ils le discréditaient, ils l'éliminaient, ils le diabolisaient. Donc ça se faisait au sein des mouvements. Mais comme la répression policière, la répression judiciaire s'est abattue avec tellement d'aveuglement sur des gens qui demandaient leurs droits, gilets jaunes et borniers, amputés, etc., etc., manifestations interdites, le mouvement citoyen a mûri, a fait un pas en regagnant la politique, en faisant alliance avec des syndicats, en faisant alliance avec des mouvements politiques, en se structurant et en discutant pour se donner des objectifs politiques. Donc les gouvernements ont commencé à s'attaquer frontalement au mouvement citoyen qu'ils plébiscitaient, soi-disant. Et les gens voient bien que
Dans certains cas, il le plébiscite, malgré tous les actes de violence, les inconséquences comme à Hong Kong, ou bien dans les troupes de Gaïdo. Quand ça les arrange de lutter contre le système, l'information circule, les gens voient ça. Donc, la démocratie, soi-disant représentative, sur laquelle s'asseyait la domination de la bourgeoisie des capitalistes, a été démasquée. Et aujourd'hui, les gens veulent autre chose. Ils veulent de la démocratie directe. Donc, ces choses-là ont été accélérées également pendant le coronavirus. Parce que les gens disent, c'est vous qui avez saboté les hôpitaux publics. C'est vous qui ne nous donnez pas des masques. C'est vous qui voulez nous obliger à travailler pour que vos collègues continuent à faire de l'argent en sacrifiant notre santé. Et puis, on a vu Cuba envoyer des médecins solidaires dans une 60aine de pays. Cuba qu'on avait tellement diabolisé, malgré votre blocus, ils sont si en pointe en matière de santé, et puis ils ne viennent pas avec des bombes pour nous tuer comme vous faites en Irak, ils viennent avec des médecins pour nous sauver. Alors on a un changement fondamental qui a été appuyé, qui s'est traduit par les manifestations autour de l'assassinat de George Floyd. Alors là, ça a révélé quoi? Les clivages interraciaux, les clivages xénophobes, les clivages intercouches populaires ont volé en éclats grâce à la communication et la prise de conscience de la réalité du racisme aux États-Unis. Et ça a débouché sur la remise en cause des symboles de la domination qui sont là pour nous écraser mentalement, et que des gens soi-disant de gauche continuent à défendre que tout cela a été possible grâce à ce qui s'est passé autour de l'assassinat de George Floyd. Donc cette fusion voit l'humanité découvrir son unicité, son interdépendance, sa communauté de destin face au virus, face au changement climatique, et cela, rien ne pourra changer. Alors, évidemment, les choses ne sont pas aussi faciles. Quand les marxistes disent que l'heure de la révolution sonne, quand les conditions objectives et les conditions subjectives sont réunies. On a vu à travers notre première partie d'intervention que les conditions objectives étaient là. On a vu que les conditions subjectives sont là, en formation, gestation. Et donc, on va vers une phase de transformation révolutionnaire. Alors évidemment, ça ne se passera pas comme Mao le disait, comme dans un dîner de gala. Ce n'est pas à fleur et boucheté que ça va se faire. Ce n'est pas en disant, monsieur, s'il te plaît, veux-tu déplacer la statue de ce colonisateur? Veux-tu changer le nom de rue? Ah, mais il ne faut pas permettre à des vandales de venir enlever ça parce que c'est des symboles. C'est certainement pas comme ça que ça va se passer. Il y aura des résistances légitimes et il y aura des résistances pour maintenir l'esclavage mental, puisque Trump a exactement les mêmes positions que les défenseurs des statuts. C'est notre histoire, il ne faut pas bouger. Ah, tiens, drôle de parenté entre Trump et ceux qui défendent les statuts. Nous avons déjà dit que nous ne sommes pas des talibans. Il s'agit de mettre tout ça dans un coin, en particulier dans un musée, où on va les dénoncer, où on va montrer le rôle scandaleux. Il faut bien entendu éviter les excès. Bon, mais la révolution c'est ça. Il y a des excès, il y a des réactionnaires qui tirent en arrière, et puis il y a l'avancée globale de l'histoire. Donc, c'est une période très difficile qui s'annonce, avec la certitude que si nous faisons ce qu'il faut, le système de domination va être renversé. Alors, ça demande de construire une démarche alternative. Et c'est là qu'il est important que chacune de nous comprenne que l'ennemi est puissant, qu'il est organisé, qu'il est
uni malgré ses divergences secondaires, qu'il a des psychologues, qu'il a des chercheurs, qu'il a des armées organisées et structurées, des organes de propagande structurés pour mener sa guerre. Et que si on va en face de lui avec l'idéologie qu'il nous a mise en tête, c'est moi qui, mais je vais, n'écoutez pas celui, avec les divisions qu'il a développées entre nous, bien on sera laminé. Il nous faut donc avoir d'abord une vision globale de la société. On a donné l'état des forces. Bon, mais qu'est-ce que nous voulons exactement? Quel projet nous voulons construire comme alternative? Si on n'a pas un projet, si on n'a pas un plan, on va à la catastrophe. Mais enfin, imaginez que je veuille construire une maison, et puis je dis, ah ben je vais faire la fenêtre avant. Ah, moi j'ai envie de faire ceci. Sans avoir le plan, sans avoir les dimensions de chaque, la fonction de chaque élément, si on n'a pas un architecte pour préciser le plan, si on n'a pas quelqu'un pour évaluer les matériaux qui seront nécessaires, si on n'a pas les ouvriers spécialisés pour chaque type d'intervention, électricien, plombier, on n'aura jamais de maison. On sera victime de l'idéologie individualiste et spontanéiste développée par les maîtres au service du système dominant. Et donc, quand on a parlé de plan, il nous faut dire qu'est-ce que nous voulons satisfaire comme besoin. Quels sont nos vrais besoins? Est-ce que c'est McDo, linge de marque, des grands ponts dans toutes les rues, etc. Être compétitif, exporter nos marchandises? Ou bien est-ce? Non, ce modèle-là a échoué. Quand on fait beaucoup de routes, beaucoup de constructions, la pluie n'a pas dans le sol, il y a des inondations, et puis on perd sardines et calanques. Donc, c'est pas ça. Est-ce que, quand je fonde sur le tourisme ou des exportations, est-ce que c'est fiable? Quand il y a une crise, est-ce que je ne me retrouve pas comme sans graine? Est-ce que, quand je me maquille pour ressembler à l'autre, en détruisant ma personnalité propre, est-ce que je m'émancipe? Est-ce que, quand je n'étudie pas l'histoire, la géographie de mon pays, les relations internationales de façon alternative, est-ce que j'ai des chances d'être bien dans ma tête et de savoir comment construire mon pays et comment me construire? C'est ça, il faut lutter contre les aliénations, définir les vrais besoins et surtout tirer des leçons de l'échec du système. Tout le monde est dans la révolution industrielle. Quand des écologistes, des gens venaient dire « Mais non, il faut protéger l'agriculture, il ne faut pas faire trop d'usines. » On disait « Vous êtes des passéistes, vous êtes contre le progrès. » Mais quel est le résultat aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde est exactement dans le même mimétisme. Il nous faut plonger dans la révolution informatique. Vous entendez dans les médias? Ah, et c'est grâce à l'informatique qu'on a pu faire du télétravail. C'est grâce... Et il faut que tous les artisans mettent de l'informatique parce qu'ils pourront avoir des clients par, etc. C'est la même erreur qui a été commise lors de la révolution industrielle. Parce que, c'est de la dépendance technologique. Parce qu'elle est très dispendieuse, très coûteuse. 3, parce qu'elle explique les mêmes pillages qui ont été faits par la révolution industrielle pour aller trouver les matériaux rares qui permettent le développement de l'informatique. Parce que toutes les entreprises qui vendent les technologies, qui contrôlent les technologies, sont des multinationales scélérates. Regardez comment Orange, Digicel et tout ça pillent les clients avec leur politique commerciale. Donc, on enrichit les multinationales, on s'enferme dans une dépendance. L'argent public qui devrait servir à construire des hôpitaux et des crèches
y compris sous la férule de certains patriotes, est utilisé pour permettre à la 4G d'aller dans les moindres quartiers pour lutter contre comment on dit ça, le déficit numérique, enfin, détresse numérique. Détresse numérique, etc. Ben, on prend l'argent au lieu de faire des hôpitaux, d'aider les agriculteurs à l'autosuffisance alimentaire, on installe la 4G pour que ces gens-là nous pillent. Et puis, on organise la fascisation totale de la société, puisque chaque sourcillement qui est fait est interprété à la seconde près. On peut vous piéger, vous poursuivre, etc. C'est une nouvelle folie, comme celle de la révolution industrielle. Et nous disons bien que ce n'est pas le progrès technologique de l'informatique qui est en cause dans ce que nous disons. C'est que si ce n'est pas une société émancipée, privilégiant les droits humains et la quiétude humaine, cette technologie sera comme la bombe nucléaire, sera comme la révolution industrielle, nocive à l'humanité. Donc il faut passer par le renversement du système pour qu'elle soit valable. Et pour renverser le système, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Une fois qu'on a évalué nos faiblesses, il faut voir nos atouts. Nos atouts, c'est la capacité réelle des millions d'êtres humains, et chez nous, des 380 000 personnes qui vivent dans ce pays, de réorienter leur consommation, de réorienter leur projet de construction, leur façon de concevoir l'agriculture, les loisirs, etc., de s'unir pour pouvoir développer le projet alternatif dont nous parlons. Et ils pourraient avoir les armes qu'ils veulent, mettre en place la fascisation qu'ils veulent, si la majorité des Martiniquais s'accordent sur le projet alternatif, ils ne pourront pas l'empêcher. Ils ne pourront pas l'empêcher. Si nous mettons des projets de développement de circuits courts qui sont impulsés dans le cadre de démocratie directe, de quartiers, de familles, etc., ils ne pourront pas s'opposer. Et c'est là que sera la véritable révolution. Il nous faut avoir conscience de notre poids et de la nécessité des synergies. C'est cela qui va inverser le rapport de force. Alors, pour finir, on pourrait rêver un peu ensemble, dire, mais en fait, comment devrait-on organiser le monde pour que nous puissions vivre sereinement? On peut rêver ensemble. Qu'est-ce qu'on veut? 1. La quiétude alimentaire. 2. La quiétude sanitaire. 3. La quiétude sécuritaire, pour qu'on ne soit pas agressé. 4. De bonne qualité de relations humaines, débarrassées du sexisme, du machisme, des violences entre jeunes, des escroqueries, etc. C'est ça qui nous permettrait de nous mettre ensemble pour dire, bon, construisons. C'est ça dont on doit rêver. Non pas d'avoir une BM à 60 000 €. Non pas que dans notre ville, il y a un énième centre commercial. C'est ça qui devrait nous permettre de vivre bien et ensemble. Alors la question, mais est-ce que cela est possible? Répondons tout de suite, matériellement, cela est plus que possible. Il est possible que tous les êtres humains de la planète vivent décemment. Des économistes, des analystes ont calculé qu'à l'heure actuelle, il y a 40 fois plus de ce qui est nécessaire pour que tous les êtres humains vivent correctement, en matière de santé, en matière d'eau, etc. Si l'objectif est qu'on vive bien, que les revenus soient répartis de façon équitable, que l'éducation puisse être systématisée, l'éducation humaine, humaniste, il est possible que chacun, dans notre pays, n'y a assez de terre pour battre tout le monde manger. Dans notre pays, il y a